merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Nous irons en Suisse où s'est tenue la seconde table ronde des délégations du Maroc, de l'Algérie, du soi-disant Polisario et de la Mauritanie à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Horst Kohler. Vendredi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Nous nous intéresserons à l'économie de cette ressource précieuse dans le secteur agricole, dans le bassin Omar Bey, une zone qui assure l'approvisionnement en eau potable d'environ 30% de la population du royaume. Et puis nous plongerons dans le monde de l'artiste peintre Mohamed Ibaz. Ses dernières œuvres sont exposées à l'atelier 21, baptisé Lumière Noire. Cette exposition est inspirée de l'ouvrage Le procès de Frank Kafka. Direction la Suisse où s'est tenue la seconde table ronde des délégations du Maroc, de l'Algérie, du soi-disant Polisario et de la Mauritanie à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Horst Kohler, et conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité. Dans un communiqué qu'il a lu devant la presse, M. Kohler a exprimé son intention d'organiser une troisième table ronde selon le même format. Amin Sharqawi, Nadia El-Moudden et Nissa El-Hamdawi. Ladies, gentlemen, I'm happy to report to you that we have just finished the second roundtable meeting. Dans ce communiqué, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, M. Horst Kohler, affirme que les délégations se sont engagées courtoisement, ouvertement et dans une atmosphère de respect mutuel. Elles ont salué le nouvel élan impulsé par la première table ronde en décembre de l'année dernière et se sont engagées à continuer à adhérer au processus de manière sérieuse et respectueuse. Les délégations, ajoute Horst Kohler, ont convenu de la nécessité de renforcer davantage la confiance, tout en indiquant que les délégations ont eu des discussions approfondies sur les moyens à même de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable à la question du Sahara, une solution réaliste, pragmatique, durable, basée sur le compromis juste et viable, conformément aux dispositions de la dernière résolution 2440 du Conseil de sécurité. À cet égard, ils ont convenu de poursuivre les discussions afin d'identifier des éléments de convergence, affirme Kohler, ajoutant qu'il y a eu consensus qu'une solution à la question du Sahara bénéficiera à l'ensemble du Maghreb. Les délégations, relève-t-il, reconnaissent que la région a une responsabilité particulière pour contribuer à parvenir à une solution avant de conclure qu'ils ont accueilli favorablement l'intention de l'envoyé personnel de les inviter de nouveau à une rencontre selon le même format. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale tient à souligner que ces tables rondes ne seront en aucun cas une étape sans une autre. C'est un processus engagé avec une finalité claire. Le format de la réunion, c'est un format qui a été consacré par les résolutions du Conseil de sécurité, qui a appelé le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à participer à des tables rondes. Le Conseil de sécurité souligne, et je cite, il leur demande de participer tout au long du processus pour assurer son aboutissement. Donc les parties qui sont invitées doivent participer activement et tout au long du processus, pas une étape sans une autre, à tout le processus jusqu'à son aboutissement. Donc tous ceux qui sont invités ont les mêmes responsabilités, ont les mêmes devoirs et ont le même statut à l'égard du processus qui est mené dans le cadre de ces tables rondes. La délégation marocaine à la deuxième table ronde a été conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle comprenait M. Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Weldershid, président de la région Laayoun Saqi al-Hamra, M. Injartat, président de la région Dakhla Oued Dahab, et Mme Fatima Al-Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de la ville de Smara.
Focus à présent sur cette rencontre nationale tenue aujourd'hui à Rabat sur le mariage des mineurs. Elle est organisée par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, en partenariat avec le Conseil de l'Europe. Objectif, établir un mémorandum sur le mariage des mineurs et renforcer la mobilisation pour éradiquer ce phénomène. Houdam Sahel et Zakaria Moqin Billah. Le mariage des mineurs, un phénomène à contrecarrer. Plus de 25 000 mariages de ce type ont été contractés en 2018 au Maroc, soit 9% de l'ensemble des mariages conclus la même année. Cette pratique est rendue possible grâce à une dérogation du Code de la famille. Organisée sous le thème mariage des mineurs, abolir l'exception, rétablir la norme, cette rencontre nationale vise à initier un débat sur le sujet. Nous plaidons pour l'abrogation des dispositions de l'article 20 du Code de la famille, qui rend possible le mariage des mineurs. Grâce à l'adhésion des citoyens, des responsables politiques et des décideurs, nous prenons de plus en plus conscience de l'ampleur et de la gravité de ce phénomène. Le nombre des mariages de mineurs reste assez élevé d'après les statistiques. Afin de faire face à ce problème, les intervenants appellent à tenir compte des aspects économiques et sociaux et des besoins des familles, tout en œuvrant à la sensibilisation des citoyens et à la lutte contre la déperdition scolaire. Le mariage des mineurs, c'est un problème qui se pose dans de nombreux pays du monde et c'est un problème sérieux qui touche aux droits fondamentaux des mineurs. Il faut se rappeler qu'on demande aux personnes d'avoir 18 ans pour pouvoir accéder à un contrat commercial, pour pouvoir autoriser des transactions générales et pour avoir une responsabilité pénale. Et néanmoins, on permet que des personnes beaucoup moins âgées que ça se marient. Cette rencontre a ambition de donner la parole aux acteurs actifs dans ce domaine, dans la perspective d'élaborer un mémorandum sur le mariage des mineurs. Les travaux de cette rencontre sont marqués par la présentation d'expériences pour la prévention, la protection et la promotion des droits de cette catégorie. Vendredi 22 mars, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Déclarée par l'ONU, cette journée vient rappeler le droit de chaque personne sans discrimination à un approvisionnement suffisant en eau potable. Elle sensibilise au danger du gaspillage de ces denrées rares. À cette occasion, notez ces chiffres annoncés aujourd'hui par le ministère de tutelle. L'accès à l'eau potable en milieu rural au Maroc a atteint 97% l'année dernière. Une excellente performance suite aux grands efforts déployés pour garantir justement la sécurité hydrique à l'échelle nationale. Et justement, en cette journée mondiale de l'eau, focus tout de suite sur l'économie de cette ressource précieuse dans le secteur agricole, dans le bassin Omar Bia, une zone qui assure l'approvisionnement en eau potable d'environ 30% de la population du royaume. Grâce à l'agence du bassin hydraulique d'Omar Bia, tout un programme est mis en place. Il ambitionne la gestion optimale de ces denrées rares. Mohamed El Shgar et Omar Jleidi. Un énorme potentiel de stockage des eaux au niveau du bassin hydraulique d'Omar Bia. Jusqu'à 5 milliards de mètres cubes. L'infrastructure est très importante, pas moins de 15 barrages de grande hydraulique et 40 barrages collinaires. Mais l'agriculture dans la région consomme énormément de ses ressources en eau, car il y a très peu de projets d'économie d'eau. Les superficies irriguées s'étendent sur 450 000 hectares, au moment où 300 hectares seulement sont équipés pour une irrigation moderne. 300 hectares qui relèvent des 3 centres agricoles principaux, Tadla, El Haouz et Doukala. Et donc, une extension des superficies irriguées au goutte à goutte est indispensable pour ralentir cette surexploitation des eaux des barrages. Ces eaux stockées sont drainées jusqu'aux grandes exploitations agricoles qui disposent d'énormes bassins d'irrigation dont les dimensions varient selon la nature des cultures. Pour l'arboriculture, le bassin doit avoir une capacité de 250 à 300 mètres cubes d'eau. Mais pour les légumineuses et autres cultures saisonnières, cette capacité nécessaire à l'hectare est de 300 à 500 mètres cubes d'eau. Résultat, dans de nombreuses exploitations agricoles, le complément pour l'irrigation est recherché au niveau de la nappe phréatique. Et pour amortir les coûts de pompage, certains agriculteurs
font appel à l'énergie solaire au lieu du gaz butane. L'agriculteur utilisait auparavant 15 à 20 bonbonnes de gaz par jour. Mais aujourd'hui, en s'équipant en panneaux solaires pour le pompage, il économise de 700 à 1000 dirhams par jour. L'économie de l'eau nécessite des investissements certes, mais aussi de l'expertise et beaucoup de volonté. Objectif, renforcer la gestion rationnelle des ressources en eau dans la solidarité et pour la durabilité de ces ressources. À présent, la page Monde de ce journal, des centaines de manifestants défilent ce vendredi encore en très grand nombre dans les rues d'Alger. Depuis un mois, ils réclament une Algérie nouvelle et le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika qui est au pouvoir depuis 20 ans déjà. D'autres manifestations ont eu lieu également dans plusieurs autres villes algériennes. La Nouvelle-Zélande a observé ce vendredi 2 minutes de silence en hommage à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste de Christchurch. Devant des milliers de personnes en présence de la première ministre Jacinda Ardern, un appel à la prière de vendredi a été diffusé en direct dans tout le pays. De nombreuses femmes, dont des policières et des volontaires déployés pour cette cérémonie, ont porté le hijab pour exprimer leur solidarité avec la communauté musulmane. Compassion and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, the whole body feels pain. New Zealand mourns with you. Explosion d'une usine chimique en Chine, bilan provisoire, 47 morts et 90 blessés, la plupart dans un état grave. C'est l'un des plus lourds bilans de l'histoire de la Chine, un pays régulièrement frappé par des catastrophes industrielles. Les riverains du site se plaignent du retard de l'intervention des autorités. Ils se disent livrés à eux-mêmes et dépassés par l'étendue des dégâts provoqués par cette forte explosion. Au Ghana, ce sont au moins 60 personnes qui ont trouvé la mort dans la collision frontale de 2 autocars sur une route dans le centre du pays. La Corée du Nord a retiré son personnel du bureau de liaison intercoréen, annonce faite par la Corée du Sud. Elle intervient quelques semaines après l'échec du 2e sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Ce bureau avait ouvert en septembre dans le cadre d'un spectaculaire rapprochement sur la péninsule, mais il est mis à mal par le blocage des discussions sur la dénucléarisation de la péninsule. La première ministre britannique Theresa May est attendue cette nuit à Londres après avoir obtenu de l'Union européenne un report du Brexit. Theresa May affronte ainsi un nouveau défi. Les 27 pays membres lui offrent 2 options si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce longuement négocié avec l'Union européenne. La date du Brexit pourra être reportée jusqu'au 22 mai. S'il le rejette encore une fois, Londres aura jusqu'au 12 avril pour éclaircir sa position. Retour à l'actualité nationale et parlons football. Les Lions de l'Atlas ont fait un match nul cet après-midi face au Malawi. Score final 0-0. Le match comptait pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera en Égypte. Le 11 national a joué sans enjeu puisqu'il était déjà qualifié lors de la 5e journée après sa victoire à domicile face au Cameroun sur le score de 2-0. L'équipe nationale finit ainsi les éliminatoires en tête du groupe B avec un total de 11 points, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Intéressons-nous à présent aux travaux du premier forum maroco-belge. Ils se sont ouverts ce vendredi à Rabat. Objectif, renforcer le partenariat bilatéral entre les 2 pays dans différents domaines. Il est aussi question de mobiliser les compétences marocaines en Belgique pour le développement des 2 pays. Mounia Marouche.
Ils aspirent soit à investir dans leur pays d'origine, soit à contribuer au projet de son développement. Si ces compétences maroco-belges sont aujourd'hui là, c'est pour saisir les nouvelles opportunités d'investissement et les outils de financement que leur propose le Maroc. J'ai investi dans ma société, donc j'aimerais bien lier les relations entre le Maroc et la Belgique. D'accord, le Maroc c'est mon pays natal, que j'adore, que j'aime bien y revenir. J'ai envie de développer l'emploi, j'ai envie de créer, apporter mon savoir-faire ici au Maroc, et j'ai envie aussi de l'importer en Belgique parce que je suis fière d'être marocaine, je suis fière de l'être. C'est une vraie richesse en termes de rencontres avec des gens de tous les secteurs, mais essentiellement économiques. Alors pour le Maroc, évidemment, c'est une vraie opportunité de pouvoir travailler avec les entrepreneurs belgo-marocains pour pouvoir les inciter évidemment à venir au Maroc et à investir au Maroc. Le Maroc propose à ses Maroco-Belges un appui financier à travers MDM Invest, un programme qui consiste à financer leurs projets à hauteur de 25%. Une occasion censée mobiliser ses compétences à participer au développement économique et social de leur pays d'origine. Exceptionnel aujourd'hui en Belgique après 3-4 générations. On a des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise. Bref, on a des palettes aujourd'hui de compétences qui sont exceptionnelles. Je pense que c'est profitable pour les deux pays. C'est profitable pour la Belgique évidemment parce que c'est des ressources et ça génère des richesses en Belgique. Mais c'est profitable aussi pour le Maroc parce que on peut s'appuyer sur la diaspora pour mobiliser des moyens financiers, mobiliser des énergies, des talents, des compétences qui peuvent évidemment servir aussi au Maroc. Le nombre des Marocains du monde s'élève à plus de 5 millions, dont 700 000 personnes sont installées en Belgique. Ces Marocains du monde drainent vers le pays près de 62 milliards de dirhams annuellement. Cap sur Casablanca et je vous propose de plonger dans l'univers de l'artiste peintre Mohamed Elbaz. Ses dernières œuvres sont exposées à l'Atelier 21. Baptisée Lumière Noire, cette exposition est inspirée de l'ouvrage Le procès de Franz Kafka. Et tout comme l'écrivain, Mohamed Elbaz réagit par l'art à une société complexe et parfois très sombre. Découverte tout de suite avec Dominique Orlando. L'information n'est pas nouvelle, mais elle se prolonge. Dans le cas de M. Mohamed Elbaz, il reste décidément l'un des plus énigmatiques de tous les artistes contemporains actuels au Maroc. Ses œuvres parlent en ce sens. Elles réussissent également à formuler beaucoup de niveaux d'interprétation. J'aime les positions ouvertes, les situations ouvertes. Là, on peut effectivement penser que c'est quelqu'un qui est en train de prier. Certains vont penser que c'est quelqu'un qui fait l'autruche. D'autres vont penser que c'est quelqu'un qui va vers la terre pour essayer de se ressourcer dans quelque chose. Et bien, c'est tout ça à la fois. Et d'ailleurs, ces œuvres s'appellent Le Souffle. Tout comme pour le fameux livre de Franz Kafka dont il s'est inspiré, Mohamed Elbaz dresse durant cette exposition le procès d'une société qui lui semble imparfaite. Des torrents de larmes peuvent y couler à flot, à moins que ce ne soit la couleur de la pluie à l'extérieur qui ne se soit subitement obscurcie. Je me suis dit, je vais inviter des gens, des amis, pas des amis, etc., à venir pleurer chez moi. Compliqué. Après, je me suis dit, je vais inviter des gens à venir pleurer dans une piscine. Donc là, en fait, m'est venue l'idée toute simple, c'est on va faire semblant de pleurer. Et les gens me disaient, mais on pleure de quoi? On pleure sur quoi? Et je leur ai dit, ça vous appartient. C'est votre histoire. Je veux même pas le savoir. Venez pleurer dans la piscine. Moi, je sais pourquoi j'ai envie de pleurer. Au cœur de ce chaos métaphysique, il y a tout de même la vie, à jamais viscérale, qui poursuit sa croissance dans le temps et partout dans l'espace. Chez M. Elbaz, c'est justement par la pratique artistique que l'on peut altérer les mécanismes du monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Mariam Laoufie pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.